Merci Laura, merci beaucoup de nous avoir invités pendant cet après-midi, j'ai l'impression très très riche. Alors je me présente, donc je suis Clara, j'ai cofondé Switch Collective. On est une start-up qui fédère une communauté d'actifs en quête de sens et qui apprend à cette communauté à inventer le parcours qui lui correspond. Donc ça peut être en devenant freelance, ça peut être en changeant de job, ça peut être en étant un multi-actif, ça peut être en montant sa boîte, voilà, tout est possible. Et je suis aujourd'hui donc avec Laetitia Vito, qui est une slasheuse et mais qui est notre content editor, entre autres, chez Switch. Et alors, ce qui nous rapproche avec Laetitia, outre Switch Collective évidemment, c'est qu'on est atteinte depuis très longtemps par un syndrome qu'on a longtemps pris comme une malédiction et qui peut être un syndrome qui vous a touché vous aussi. Je vous explique un peu les symptômes en question. Donc, on est toutes les deux assez polyvalentes, on s'intéresse à énormément de choses. On est extrêmement curieuse, on sait zapper d'un sujet à l'autre, on sait faire des liens entre plein de disciplines différentes. En revanche, on n'a pas une passion. Je disais même à ma mère, je me souviens quand j'étais petite, « Maman, c'est horrible, je suis une passionnée sans passion. » C'est une malédiction terrible. Je m'intéresse à plein de trucs, j'ai un tempérament de passionné, mais je n'ai pas une passion qui me drive et qui me permet d'avoir un truc clair, de savoir où je vais, et voilà. Donc, on n'a pas une passion, du coup, c'est souvent compliqué de faire des choix. On a parfois l'impression de se disperser, on se sent parfois expert de rien, donc on a l'impression de rien faire. Et puis alors, pour les gens qui sont autour de nous et qui nous perçoivent, c'est parfois, mais du coup, c'est quoi ton parcours? C'est complètement incohérent, je comprends rien, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu te disperses, et tout ça. Voilà, donc je ne sais pas d'ailleurs si certains d'entre vous sont atteints par ce syndrome aussi, je ne sais pas si... Voilà, alors, on a une bonne nouvelle, vous allez voir, en fait, vous êtes atteint de ce... Enfin, vous êtes en fait, c'est pas atteint justement, parce qu'on va voir que c'est plutôt une bénédiction qu'une malédiction, si on sait bien s'en servir. Vous êtes en fait un multipotentialite, et c'est ce qu'on a découvert avec Laetitia, qu'en fait, donc, on était des multipotentialites, et c'est ce dont on va vous parler là pendant 2 heures, et effectivement, vous allez être assez aussi actifs. Je vous explique comment ça va se passer. D'abord, donc Laetitia va vous raconter comment est-ce que ce syndrome, on va dire, là, des multipotentialites, d'ailleurs qu'on peut appeler de plein d'autres manières différentes, est devenu une malédiction. Pourquoi c'est devenu une malédiction à un moment donné? Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que dans la nouvelle ère qui s'ouvre, que nous on appelle l'ère du switch, ce qui était une malédiction est en fait plutôt en train de devenir une bénédiction? Et puis on finira par des petits tips un peu concrets pour que vous arriviez à faire justement de votre multipotentialité un atout. Et c'est là où vous vous mettrez aussi à travailler un petit peu vous. Ok? Ça vous va? Très bien. Donc c'est parti, un petit retour en arrière avec Laetitia. Alors, même histoire, j'ai l'impression que tu parlais de moi là. Moi, en plus, j'ai un frère pianiste. Alors, c'était vraiment dur quand j'étais petite, parce que quand on a quelqu'un qui est à fond dans la musique, qui est brillante, qui est génial, effectivement, on est la personne sans passion, c'est un petit peu difficile. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à parler d'une malédiction? Déjà, le terme de malédiction, il vient d'un livre de Leonardo Lo Spinato. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type-là, qui a écrit un livre qui s'appelle La malédiction Léonard de Vinci, Da Vinci Curse. Je ne crois pas que ça ait été traduit en français. Non. Et c'est le premier à avoir vraiment utilisé ce mot malédiction avec Léonard de Vinci juste derrière. En plus, il s'appelle Léonard, donc c'est facile de s'en souvenir. Et il raconte les symptômes que Clara a décrits, ce sentiment de jamais rentrer dans les cases, ce sentiment de, comme elle disait, de se disperser, mais de commencer les choses et de ne pas les finir, ce sentiment de manquer de légitimité aussi, parce qu'on peut être finalement très bon dans quelque chose, mais manquer de la légitimité qui va avec, et donc la possibilité d'en parler avec l'autorité qu'on voudrait avoir, enfin ce genre de choses. Donc, ça n'a pas toujours été une malédiction. Et le Spinato, il en parle aussi dans ce livre-là. Et il parle des hommes de la Renaissance qui, tel l'illustre Léonard de Vinci, étaient des multipotentiels. Avant qu'on parle de multipotentiels, parce que simplement c'était dans la nature de ces grands hommes de s'intéresser à tous les sujets qui pouvaient se trouver dans l'écrit. Il y avait très peu de gens qui avaient accès aux livres, très peu de gens qui avaient accès à la science, aux connaissances. C'était réservé à une petite élite de chanceux qui en plus se côtoyaient beaucoup. Et donc Léonard de Vinci s'intéressait à tout. On dit de lui que c'est l'un des plus grands peintres de l'histoire, mais il est également l'un des plus grands sculpteurs de l'histoire. Ça, c'est les choses les plus connues, mais il était aussi
un très grand mathématicien, un ingénieur, et en plus de ça, il était poète, il était musicien, on dit même qu'il est le premier cartographe, enfin bref, il n'y a pas de limite en fait à tout ce qu'il faisait. Et puis sa particularité, mis à part le fait qu'il était un génie, et qu'on est quand même pas très nombreux avec des génies comme Léonard de Vinci, mais ça c'est une parenthèse, c'est qu'il atteignait un très très haut niveau d'expertise dans voilà, un grand nombre de disciplines, parce que ces disciplines n'étaient pas encore constituées en disciplines en fait, c'était simplement le savoir humain, l'ensemble du savoir humain qui était mis ensemble. Alors, il y a beaucoup de noms pour décrire ces hommes de la Renaissance comme Léonard de Vinci, polymathe, multipotent, alors multipotentialite en anglais, on l'a francisé en multipotentialiste, donc vous pouvez trouver ce mot-là aussi. J'aime beaucoup Pic de la Mirandolien, très joli, ça vient de Pic de la Mirandole, un autre de ces grands hommes de la Renaissance. Un Léonard, pourquoi pas, enfin, il faudrait qu'on se fixe sur un mot, mais on est encore dans un flou du lexique, et vous pouvez trouver tous ces mots-là. Alors, c'est des gens qui laissent des traces, hein, ces hommes de la Renaissance, dans toutes sortes de domaines. Et on dit d'ailleurs de Léonard de Vinci qu'il est en fait le vrai inventeur de l'hélicoptère. Donc comme MacGyver plus récemment, alors ceux qui ont moins de 35 ans ne connaîtront pas, je pense. Si, vous connaissez quand même MacGyver. Qu'est-ce qui caractérise MacGyver? C'est sa capacité à utiliser des champs de la connaissance qui sont absolument séparés et à leur trouver des intersections. Et c'est ça qui fait sa très grande créativité. C'est que, je n'ai même pas d'exemple très concret, mais il va utiliser du savoir de la physique avec des connaissances d'électricien et pof, il invente un truc qui résout un problème que personne n'avait pensé avec des choses complètement improbables. Et donc cette immense créativité qui permet de se débrouiller, d'inventer des solutions à des problèmes quand on n'est pas armé pour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au cours des siècles qui ont suivi la Renaissance, le savoir humain, évidemment, a augmenté de manière très importante, et à tel point qu'on a fini par le segmenter en domaines de connaissances, en disciplines. Et puis, à mesure que ces disciplines se sont constituées, notamment dans le monde académique, elles ont aussi créé des barrières pour se protéger. Donc elles ont créé tout un système de légitimité, etc. Donc dans les écoles de pensée, dans les disciplines, il y en a qui ne s'entendent pas. Alors attention, si on est sociologue, on n'est absolument pas anthropologue. Attention, si on est avocat fiscaliste, on n'est absolument pas spécialiste de droit social, etc., etc. Et puis évidemment, si vous voulez faire un pas dans la discipline de votre lointain collègue, vous êtes tout de suite, vous faites quelque chose de tabou en fait. Vous êtes tout de suite dans quelque chose qui ne se fait pas. Alors pourquoi ces disciplines ont constitué tant de barrières? Il y a aussi des raisons évidemment sociologiques, économiques, c'est qu'elles se sont constituées en corps de métier, en corps professionnel, pour protéger aussi leurs précarés, pour se créer une représentation politique, sociale, etc., des syndicats et ainsi de suite. Et puis pour créer des process qui permettent d'y rentrer, qui permettent de se protéger, qui servaient à un certain nombre qui a eu des aspects évidemment éminemment positifs et utiles dans ces protections. Si vous pensez au domaine de la médecine, on est quand même bien content qu'il y ait ces protections-là, on ne veut pas être repéré par n'importe qui. Donc on est content qu'il y ait des barrières qui se soient mises, qui permettent de valider un certain nombre de connaissances, de valider un corpus de connaissances par des examens, etc. etc. C'est le sujet d'un livre de deux Britanniques, un père et son fils, l'un des deux est avocat, c'est Richard Susskind et Daniel Susskind, qui ont parlé du futur des professions. Et ce qu'ils expliquent, c'est que les professions se sont constituées en corps dont l'objectif était essentiellement de se protéger contre des nouveaux entrants, qui est vu comme des menaces, et que ça présentait une utilité à partir du moment où le service rendu à la société par ces professions était supérieur lorsqu'elles étaient protégées. Et que donc il y avait une sorte de contrat social, qui disait, ok, vous vous protégez, vous mettez des barrières, en échange de quoi vous offrez à la société le meilleur service possible, et vous assurez un service. Donc encore une fois, dans le cadre de la médecine, ça peut sembler tout à fait pertinent. Et ce que Richard et Daniel Susskind expliquent, c'est que ces protections, ces barrières qui ont été érigées, à un moment
assez récents. Et comment elles ont commencé à ne plus faire sens comme elles le faisaient jadis. Elles ont commencé à ne plus faire sens parce que le service rendu à la société n'était pas nécessairement celui qu'il devait être et que les barrières, parfois, ont au contraire dégradé la qualité du service qui était rendu. Là aussi, je donne un exemple très simple, toujours dans le domaine de la médecine. Le médecin sachant qui ne vous explique pas de quoi vous souffrez, etc., ou qui refuse que vous ayez googlé vos symptômes et qui vous prend de haut parce que quand même, vous n'êtes pas médecin, hein, excusez-moi, et donc vous n'avez aucun droit à poser des questions, etc. Ça s'arrange, il y en a de moins en moins des médecins comme ça, mais c'était beaucoup le cas à un moment. Il y avait cette position très arrogante qui protège son savoir comme étant le sien, et puis vous êtes mis dans une position non seulement d'infériorité, mais une position presque humiliante où vous êtes à la merci de celui qui sait. Donc ça, c'est un des points très négatifs des barrières qui ont été mises. L'autre point négatif, c'est qu'il y a des barrières maintenant qui se protègent contre des nouveaux entrants, qui offrent un meilleur service, évidemment des nouveaux entrants, par exemple dans le domaine du numérique, qui offrent des services de très haute qualité, et les barrières font moins sens. On peut se poser la question, évidemment, par exemple, la profession des taxis. La profession des taxis qui a mis des barrières pour se protéger, dit non, le marché ne doit pas être occupé par des gens qui n'ont pas les qualifications. Or, maintenant, avec les outils numériques, avec le GPS, etc., il n'y a plus besoin de connaître par cœur l'intégralité du plan de la ville, d'avoir tout dans sa tête. Les plus forts dans le domaine, c'est les taxis londoniens. Il y a un examen extrêmement difficile à passer pour devenir chauffeur de taxi à Londres, pour avoir le droit de conduire un black cab. Il faut connaître par cœur l'ensemble des rues d'une ville qui fait à peu près la taille qui fait 10 fois Paris. Donc, c'est des années, en général, c'est énormément, c'est un travail de mémoire très. Donc, tout le monde n'en est pas capable. Il faut vraiment avoir des capacités mnésiques très, très importantes, quasiment hypermnésiques. Et donc, évidemment, ils sont très fiers du savoir qu'ils ont acquis, et puis ils voient de manière tout à fait compréhensible, d'un très très mauvais œil, l'arrivée d'amateurs qui n'ont absolument pas appris un millième de ce qu'ils ont appris, et qui simplement, avec un GPS et une application numérique, font un travail sensiblement égal. Quand en plus ils sont infiniment plus sympathiques, parce que les chauffeurs londoniens ne sont pas toujours sympas, quand en plus les chauffeurs Uber sont plus sympathiques, le client final de l'autre côté se dit quel est l'intérêt de ces barrières, et se pose la question de ce contrat qui a été passé à un moment avec une profession. Il se dit est-ce que ça vaut encore la peine de défendre ces barrières parce que le service qui est rendu maintenant, je le trouve ailleurs mieux. Donc ça, c'est un exemple qui illustre ça. Dans le domaine toujours médical, il y a des choses qui se posent lorsque l'accès aux soins est limité et que, par exemple, vous avez des infirmières qui, pareil, avec des outils numériques, par exemple, peuvent faire certains actes médicaux et du coup, plus de gens peuvent avoir accès à des services. On se pose la question de savoir si vraiment tout doit être fait par un médecin, sachant que derrière, ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes ou que tout le monde ne peut pas être soigné, tout simplement. Donc il y a des choses dans ce contrat à revoir. Alors, ce qui s'est passé avec cette hyper-spécialisation qui a touché tous les corps de métier, c'est qu'on a appris à cloisonner différents aspects de sa personnalité, différentes choses qu'on aimait. Donc on s'est hyper spécialisé, en échange de quoi le reste, on le développe dans la sphère privée. Donc il y a eu une séparation très nette et très stricte de ce qui appartient à la sphère professionnelle et ce qui appartient à la sphère privée. Donc vous avez les hobbies d'un côté, les plaisirs, le loisir, etc. Et le travail de l'autre. Donc le travail, vous êtes hyper spécialisé, vous êtes expert, et puis vous soufflez dans la sphère personnelle, dans la sphère privée. En gros, c'est ça qui s'est produit pour l'ensemble des gens qui ne pouvaient pas s'épanouir entièrement dans le travail. Alors, alors là encore, vous connaissez Emily Wapnick? Emily Wapnick a fait un TED Talk il y a 2 ans maintenant, et c'est elle qui a vraiment lancé la mode du terme multi-potentialite en anglais. Donc. Et elle explique que cette séparation stricte entre la sphère privée et la sphère professionnelle, ça ne lui convenait pas et qu'elle s'est toujours sentie très très mal. Et qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait d'un métier à un autre ou d'un domaine à un autre
de manière régulière, qui a passé 2 ans, 3 ans dans un domaine, elle atteignait un très haut niveau d'expertise, elle devenait très très forte, et pof, elle passait à autre chose, elle passait à la suite, et ainsi de suite. Donc, c'était une serial, c'est toujours, j'imagine, une serial switcheuse. Elle a fait des switches à répétition. Et ce qu'elle explique dans ce TED Talk, c'est que, en fait, c'est pas du tout une malédiction, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir parce que, à l'ère du switch, à l'ère du numérique, lorsque justement il y a de tas de nouveaux métiers qui se créent tout le temps, que dans 10 ans il y en aura la moitié des métiers, on ne les connaît pas encore aujourd'hui, que dans le monde des entrepreneurs qu'elle côtoie, les gens qui créent une start-up, les gens qui créent une nouvelle activité, justement, leur capacité à innover va dépendre de leur capacité à trouver des intersections entre des disciplines établies. Que innover, créer, être créatif, c'est justement trouver des intersections nouvelles, trouver des manières de faire qui n'existaient pas. Et alors c'est assez convaincant parce qu'elle justement elle est aussi entrepreneur et elle explique, je me souviens plus des détails des exemples qu'elle donne, mais qu'effectivement elle a trouvé des choses particulièrement innovantes à faire en mêlant des disciplines qui étaient les siennes. Et que donc justement elle se reconnaît pas du tout dans cette description des choses qui visent à séparer la sphère privée et la sphère professionnelle. Vous avez d'un côté le pro et de l'autre le dilettante, l'amateur. Voilà. Et puis c'est une insulte, dilettante. Espèce de dilettante, c'est une insulte. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Amateur, c'est une insulte aussi. Donc elle remet complètement en question cette distinction-là à partir du moment où elle dit que elle a atteint un niveau d'expertise, un niveau de maîtrise en fait, assez élevé, un niveau de maîtrise qui est comparable à des gens qui en ont fait leur métier. Alors, troisième grand personnage dans la petite présentation, c'est Frédéric Laloux. On peut utiliser Frédéric Laloux pour expliquer qu'en fait, le super pouvoir qu'ont les multipotentialistes, plus qu'un super pouvoir, ils sont aussi des précurseurs. En fait, ils sont ceux qui montrent la voie à tous les autres. Parce que la société change tellement vite, les nouveaux métiers qui vont se créer ne sont pas encore créés, qu'eux sont les mieux positionnés pour être à la pointe de ça, pour être à la pointe de cette nouvelle création, pour remettre en question les paradigmes du passé, le paradigme de l'économie fordiste, le paradigme bureaucratique, le paradigme de l'hyperspécialisation. Et donc c'est eux finalement qui sont les éclaireurs pour le reste de la société et pour tous les autres travailleurs. Alors Laloux, ce qu'il explique, c'est qu'il fait dans son livre Reinventing Organizations, il explique qu'il existe plusieurs types, plusieurs catégories d'organisation, et que ces catégories d'organisation, en fait, elles correspondent à un niveau d'évolution, à un niveau de conscience individuel et sociétal différent. Donc vous avez le niveau le plus basique, le niveau rouge, c'est les gangs, les mafias, etc. C'est construit sur la violence, l'autorité. Vous avez un leader qui contrôle tout, et c'est une petite organisation, ça ne peut pas fonctionner à grande échelle. Donc, et c'est fondé sur la peur et la violence. Vous avez la deuxième organisation, qui est l'organisation opale conformiste, qui correspond à l'armée, les gouvernements, etc., qui a permis, par rapport à la première, qui a permis de créer des projets de plus long terme, de s'inscrire sur du long terme, qui a permis aussi de ne plus reposer sur un individu, un dictateur unique, mais au contraire de reposer sur des process qui permettaient de ne plus être dans l'arbitraire et d'être dans quelque chose de prévisible. Donc ça a été un progrès immense qui a permis, je sais pas, entre autres choses, de construire des cathédrales. Et donc c'est basé sur la hiérarchie, c'est basé sur des process, les rôles formels, etc., etc. Vous avez un rôle qui est clairement défini quand vous entrez dans cette organisation, vous y êtes pour toute votre vie, et puis vous êtes assez interchangeable au fond, et vous arborez une sorte de masque qui est celui de votre rôle, et ça ne bouge pas trop. La troisième organisation qu'il appelle Orange Accomplissement, c'est l'organisation telle qu'on la connaît le plus aujourd'hui, qui est celle qui repose sur l'accomplissement individuel, l'ambition personnelle, etc., les métriques, l'argent, le succès, et tout et tout. Donc ça a permis d'innover, puisqu'à partir du moment où on sort de quelque chose qui est déjà tout écrit et tout formalisé, on peut innover, on peut créer des choses nouvelles. Donc c'est vraiment l'ère de la révolution. Enfin, à partir de la révolution industrielle, en gros, où on a pu commencer à créer des choses radicalement nouvelles, à ne plus faire les choses comme avant. Mais très vite, on a vu les limites de cette organisation-là, lorsqu'on a senti que peut-être qu'il y avait plus que simplement la réussite matérielle,
Et on arrive à cette organisation verte, qui est déjà plus rare, il y en a moins aujourd'hui. Je précise que toutes les organisations coexistent, hein. Des mafias, il y en a encore aujourd'hui, des gouvernements, il y en a encore aujourd'hui, des ministères, etc. Donc vous avez toutes les organisations qui coexistent. Et donc dans l'organisation verte, tout d'un coup, il y a des éléments interpersonnels, quelques éléments de valeur, d'engagement, de satisfaction du client, de ne pas détruire la planète, par exemple, la culture qui est plus importante que la stratégie, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'organisations qui sont dans le paradigme orange, là, mais qui font semblant d'être dans le paradigme vert. C'est par exemple ce qu'on appelle le greenwashing. Hein, pour faire joli, on fait comme si on était écolo, même quand on ne l'est pas, etc. Mais après, il y en a certaines qui le sont vraiment. Lalou cite Ben Jerry's comme étant l'entreprise modèle de ce paradigme-là. Et puis alors après, il parle d'un autre paradigme, alors là, qui est encore en cours d'invention, mais lui a trouvé des organisations qui correspondaient vraiment à ce paradigme-là, qu'il appelle, alors je ne sais pas ce que c'est en français, c'est TEAL en anglais, je ne sais pas quel est le mot en français, c'est TEAL, l'organisation TEAL, je ne sais pas à quoi ça correspond en français, qui alors là intègre encore une autre dimension, qui est une dimension beaucoup plus de spiritualité, et où il y a une soif de spiritualité qui n'a pas pu être satisfaite dans le paradigme précédent, où la notion de autonomie, de responsabilité, de créativité prennent une dimension bien plus forte, et qu'on n'est plus uniquement dans un accomplissement personnel, on est dans un accomplissement plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est assez flou la manière dont il le décrit, pour être tout à fait honnête, mais en même temps il y a plein de choses qu'on reconnaît dans les aspirations nouvelles qui sont les nôtres, qui sont celles de beaucoup des travailleurs d'aujourd'hui. Donc il y a des choses très belles qui sont décrites, et puis il parle d'une organisation en particulier d'une organisation néerlandaise qui s'appelle Buurtzorg, qui est une entreprise qui donne des soins à domicile par des infirmières, et qui n'est pas du tout une organisation comme les autres organisations de soins qui vont être plutôt dans le paradigme ici, et où il y a des toutes petites équipes qui se managent toutes seules, qui se gèrent entièrement toutes seules, qui décident aussi de la manière dont elles vont délivrer les soins. Et ce qu'on a découvert, évidemment, c'est que les infirmières, elles avaient envie de suivre leurs patients et pas d'être envoyées au hasard et puis d'être chronométrées dans la durée du soin qu'elles donnaient, etc. Elles avaient cette immense satisfaction à fournir un soin complet de qualité sur la durée, etc. Et de suivre les patients. Et que ça fonctionnait très bien. Et donc c'est une organisation qui cartonne au sens financier du terme, mais aussi au sens humain, au sens organisationnel, etc. Donc il y a des difficultés, mais elles sont autogérées en grande partie. Et le succès de cette entreprise montre, c'est que ça fonctionne. Donc tout ça pour dire que ce que Lalou explique dans sa petite histoire, en fait, c'est qu'on change de paradigme assez régulièrement. Et quand on est dans un entre-deux, on n'est pas bien. On est maudit, en fait. Parce que si on est coincé là, alors que, par exemple, imaginez, je vais vous donner un exemple. Quand on est ambitieux et qu'on travaille à l'éducation nationale, par exemple, c'est très difficile. Parce qu'on est un pion, en fait. Enfin, même quand on n'est pas pion. On est un élément d'un système, et on est complètement interchangeable, on est traité de manière interchangeable. Quand on est ici dans une quête de sens ou une quête de spiritualité, et que la seule chose qu'on vous impose, c'est les métriques et c'est le chiffre d'affaires à la fin de la semaine, vous n'êtes pas bien, vous êtes maudit, vous n'êtes pas à votre place, et ainsi de suite. Quand même ici, on peut trouver beaucoup d'épanouissement, mais qu'on se dit, il y a peut-être encore mieux, il y a peut-être encore plus, je suis plus spirituel que ça, je veux passer ma vie dans la mindfulness la plus totale, on n'est pas bien, et ainsi de suite. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, les symptômes d'une malédiction, non seulement sont en réalité un super pouvoir, mais sont le signe qu'en fait, on change profondément de paradigme et on va vers autre chose. Alors il y a 6 raisons pour lesquelles, au moins 6 raisons, hein, probablement plus, mais j'en vais en compter 6, pour lesquelles les multipotentialistes montrent la voie pour le reste de la société. La première, c'est que, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la frontière entre les amateurs et les professionnels, elle se brouille, et elle se brouille à toute vitesse.
Il y a énormément de professions qui sont chamboulées, qui sont disruptées, comme on dit, qui sont transformées par l'arrivée des amateurs. Vous voyez comme déjà, au cours des dernières années, il y a des professions qui ont disparu. Les gens qui produisaient des encyclopédies, c'est fini. Il n'y a plus d'encyclopédies payantes. Les gens qui font des guides de voyage, ça commence à aller pas très bien. Il y en a encore qui le font, hein. Mais c'est de plus en plus difficile de gagner sa vie dans ce secteur-là, en tout cas d'en faire un métier. Pourquoi ? Parce que les amateurs, avec passion et gratuitement, commentent les institutions dans lesquelles ils ont séjourné, et critiquent les restaurants dans lesquels ils ont dîné, etc. etc. Et puis de l'autre côté, les consommateurs font confiance en fait à monsieur, madame, tout le monde qui fait des commentaires, font confiance parfois pas forcément à monsieur, madame, tout le monde, mais à la masse de l'échantillon qui a fait une critique. Quand vous avez, en général ça rassure, quand vous avez 1000 personnes qui ont fait un commentaire et que la note moyenne est, je ne sais quoi, ça vous dit quelque chose, ça vous donne une information qui est quand même une information qui a une certaine valeur. La deuxième raison, c'est que le savoir des experts qui a longtemps été hyper protégé et qui était un peu inaccessible, c'est-à-dire des livres très chers, des choses un peu difficiles à comprendre, un jargon aussi extrêmement fort qui faisait que voilà, les barrières autour du savoir étaient très fortes. Ces barrières, elles sont toutes en train de tomber. Elles sont en train de tomber avec les MOOCs, elles sont en train, donc les Massive Online Open Courses, elles sont en train de tomber avec des blogueurs, avec des cours, toutes sortes de cours en ligne, toutes sortes d'art, toute Wikipédia, évidemment, toute la connaissance est en ligne, hein, quasiment tout est accessible, plus ou moins facilement, avec plus ou moins d'efforts, évidemment, mais l'accès n'a jamais été auparavant ce qu'il est aujourd'hui. La troisième raison, c'est que le monde de l'éducation plus institutionnelle, lui-même, il est en train de se transformer très rapidement. Donc la notion de validation par un diplôme, par exemple, c'est en train de devenir beaucoup moins pertinent. Avant, on était légitime parce qu'on avait un diplôme. Et ça, c'est en train de changer très vite. C'est en train de changer très vite avec des gens comme Xavier Niel et son école 42, par exemple, où c'est pas du tout le même process pour être diplômé. Donc il a complètement gamifié la chose. En gros, vous avez un certain niveau, vous codez, vous faites des projets, tout est en projet, c'est pas des cours. Vous atteignez niveau 10, niveau 11, niveau 12, au rythme qui est le vôtre. On vous impose pas un rythme, c'est-à-dire que si vous êtes plus rapide, si vous êtes meilleur, vous allez plus vite que les autres. Et puis vous êtes aussi noté par vos pairs, et puis une fois que vous avez gagné le jeu, vous arrivez au niveau, je crois que le niveau le plus haut c'est 20, 21, je sais plus. Et ça y est, vous sortez, vous êtes sur le marché. Vous avez officiellement encore un diplôme, puisque c'est ça qu'on cherche, mais en fait maintenant les recruteurs, quand ils recrutent des développeurs, ils savent déjà en fait ce que c'est que ces niveaux, ce jeu d'école 42. Donc déjà on n'attend plus un diplôme en fait. On est déjà dans une autre logique. Dans le monde de l'informatique, ça va assez vite et ils sont déjà dans des modèles qui sont plus exactement ceux du reste de la société. Alors, la quatrième raison, c'est que le modèle de la firme tel qu'on l'a connu est en train, là aussi, de disparaître assez rapidement. Le modèle de la firme, c'est basé sur une théorie de Ronald Coase, qui est un Coase, C-O-A-S-E, qui est un économiste qui a eu le prix Nobel il y a plusieurs décennies. Il est mort à plus de 100 ans, il y a quelques années. Et il a expliqué à la fin des années 30 que la firme, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, elle est justifiée par l'existence de coûts de transaction. Parce qu'à partir du moment où tout ne peut pas être fait sur le marché, parce que les coûts de transaction sont élevés, en fait ça coûte cher de recruter, c'est pas que ça coûte cher de recruter, pardon, ça coûte cher de trouver un prestataire, ça coûte cher d'avoir l'information, en fait le marché pur et parfait ça n'existe pas, donc en fait ça devient plus intéressant d'internaliser un certain nombre de ces transactions à l'intérieur de la firme. Et c'est comme ça que vous allez par exemple recruter des salariés, recruter des gens qui vont faire en interne plutôt que payer des transactions avec des prestataires extérieurs. Et donc c'est ça qui justifie la firme, c'est qu'il y a des coûts de transaction. Or ces coûts de transaction sont en train de tomber. Ils sont pas nuls encore, mais ils sont en train de tomber assez rapidement avec des plateformes qui permettent de mettre en relation avec des freelances, avec des plateformes qui permettent d'avoir accès à toutes sortes de services ou de produits, avec une meilleure information aussi sur les prix, sur la valeur réelle d'un produit, il y a énormément d'éléments nouveaux qui font que les coûts de transaction sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient et que ça remet en question l'existence même de la firme. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs indépendants qui interviennent dans les grandes sociétés, que la part en fait des freelances dans
l'ensemble des gens qui travaillent est de plus en plus grande. La cinquième raison, c'est que le savoir des experts se périme de plus en plus vite. Donc, quand on prend l'exemple encore de l'informatique, je veux dire, le fait de passer énormément de temps à apprendre un langage dans une école, en général, c'est plus le langage informatique qu'on utilise quand vous arrivez sur le marché. Alors vous allez me dire, apprendre un langage, de toute façon, ça développe le cerveau, c'est pas mauvais, mais le jour J, quand vous arrivez sur le marché, vous n'avez pas le langage dont l'employeur a besoin. Eh bien, de la même manière, voilà, tous les métiers tels qu'on les a connus et tels qu'ils sont codifiés et enseignés dans les écoles, toutes ces choses-là se périment à une vitesse de plus en plus rapide, et donc ça devient de moins en moins pertinent. Donc ce qui est beaucoup plus important, ça devient non plus le savoir en tant que tel, mais l'attitude face au savoir, la capacité à acquérir un nouveau savoir de plus en plus vite, ou la capacité à rester humble devant le savoir et à considérer qu'on n'est jamais un sachant, justement, qu'on n'est jamais un expert, que l'expert, ça ne vaut rien. Ah, ça devait être un 6, je ne sais pas, il y a eu un petit bug. C'est le numéro 6, pardon. Donc, la sixième raison, c'est que l'intelligence artificielle, les logiciels, les robots, etc., vont de plus en plus faire la plupart des tâches qui sont des tâches routinières, mais même les tâches pas routinières, même les tâches qui auparavant nécessitaient beaucoup de savoir, typiquement encore les chauffeurs de taxi londoniens. Mais tout ça, c'est la machine qui va le faire. Et que donc, connaître par cœur le plan de Londres, ça n'a plus tellement de pertinence aujourd'hui, ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Et de la même manière, dans les autres domaines, il y a beaucoup des connaissances qu'on emmagasinait à très haute dose qui vont avoir de moins en moins de pertinence. Tout ça pour dire que les multipotentiels, eux, ils sont déjà dans cette logique-là. Ils ont déjà remis en question les barrières, ils ont déjà remis en question la notion même de légitimité autour du savoir, et ils sont donc à l'avant-garde, ils sont donc des précurseurs, ils sont les mieux armés pour être des travailleurs de demain qui seront potentiellement, c'est le cas de le dire, dans autre chose, peut-être artistes, peut-être artisans, en tout cas autour d'autres valeurs et d'autres notions que celles qu'on met en avant aujourd'hui. Clara pour l'atelier. Merci Laetitia. Alors, concrètement, je voulais revenir sur chacun des défis, des challenges auxquels vous êtes confrontés en tant que multipotentialite, multipotentiel, et essayer de voir face à chacun de ces défis et chacun de ces challenges ce que vous pouvez faire pour faire justement de cette multipotentialité un atout. Alors, première chose qu'on se dit tous, quand on est un multipotentiel, je ne suis expert de rien, je suis un imposteur. Alors là, je vais prendre une petite métaphore, une fois n'est pas coutume, la métaphore de la pêche. Donc il y a deux types de pêcheurs. Il y a les pêcheurs au harpon. Donc les pêcheurs au harpon, c'est des gens qui savent, qui sont adroits, qui savent viser, qui visent un poisson en même temps, ça file droit, ils chopent le poisson, et voilà. Les pêcheurs au harpon, c'est ces gens qui, du coup, en général, savent avoir une passion, justement, une spécialité, aller vraiment à fond dans un sujet pendant très 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 longtemps. Voilà, ça, c'est les pêcheurs au harpon. Après, il y a les pêcheurs au filet. Les pêcheurs au filet, eux, ils ne savent pas particulièrement bien viser, ils ne sont pas particulièrement bien adroits, mais ils savent manier donc le filet, ils savent repérer des fonds marins très riches, et du coup, ils savent pêcher des prises très variées et avoir, in fine, une pêche tout à fait intéressante. Et alors, le problème, c'est que, donc ça c'est évidemment plutôt les multipotentialites, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit plutôt dans une société de pêcheurs au harpon. C'est ça qui est valorisé, hein, qu'on fait ce qu'on vient de dire, la valorisation des hyper-experts, etc., etc. Donc c'est les pêcheurs au harpon qui sont valorisés. Et donc, que font les pêcheurs au filet ? Ils se disent, il faut que je devienne un pêcheur au harpon parce que c'est ça qui est valorisé. Sauf que les pêcheurs au filet, ils ne savent pas bien manier le harpon. Et donc ils essayent avec leur harpon et tout, puis bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ce n'est pas ça qu'ils savent bien faire. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que en tant que multipotentialite, en tant que pêcheur au filet, justement, donc qui a tous les atouts là qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, ne cherchez pas à compenser vos soi-disant lacunes, ne cherchez pas à devenir à tout prix un expert ou un hyper-expert, parce que encore aujourd'hui, c'est ça qu'on valorise. Allez vers vos forces.
Et vos forces, c'est quoi? Vos forces, c'est notamment le fait que vous êtes ultra adaptable, résilient, le fait que vous apprenez extrêmement vite, que vous savez gérer la nouveauté, que justement on est dans une ère où il faut savoir apprendre en permanence parce que les compétences et les métiers deviennent obsolètes de plus en plus vite avec l'accélération technologique. Donc voilà, cette capacité d'apprentissage, de curiosité, etc., c'est un atout absolument énorme. Et évidemment, il faut que vous alliez vers des entreprises ou vers des organisations, que ce soit en tant que prestataire ou salarié, peu importe, qui valorisent ça. Sinon, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en dehors de votre zone, un peu là où il se passe des trucs intéressants, des trucs magiques. Vos autres atouts, c'est notamment aussi le fait que vous êtes un très bon connecteur. En général, vous savez connecter des disciplines très différentes, vous savez connecter des gens, vous savez connecter des communautés. Donc vous êtes un connecteur, vous êtes un agrégateur, parfois un catalyseur. Là encore, il faut aller à fond vers ces forces-là. Ne cherchez pas, le système est notre système français est vraiment très comme ça, on nous dit il faut essayer d'être un peu bon partout, ou en tout cas de compenser ses faiblesses quand on en a. Oui, ou on peut aussi aller à fond vers ses forces, et c'est ce que je vous encourage à faire ici. Deuxième chose, donc je ne sais pas par où commencer, j'arrive pas à faire des choix. En général, les multipotentiels, c'est des gens qui se disent qu'ils ne savent pas choisir, c'est compliqué, etc., etc. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à plein de choses, à plein de disciplines, il y a plein de choses qu'on aime bien faire, c'est compliqué de faire des choix parce qu'on se dit on aimerait pouvoir faire l'économie de ce vieil adage qui dit choisir, c'est renoncer. Sauf que c'est Goethe qui nous dit ça, il nous dit tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. Dès le moment où on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais lieu. Méditez là-dessus. Non, mais c'est hyper important parce qu'on a tendance à toujours se dire choisir, c'est renoncer. Et en particulier quand on est multipotentiel. Choisir, en fait, c'est avancer. À un moment donné. Voyez-le plutôt comme ça. Et même si vous avez l'impression qu'à un moment donné, faire des choix, ça vous ferme des opportunités à court terme, soyez sûr, et c'est Goethe qui déjà à l'époque nous le disait, qu'en réalité, à long terme, ça vous en ouvre. Ok ? Donc l'idée, c'est de se dire, même si vous avez plusieurs, polarités, centres d'intérêt et tout ça, à un moment donné, il y a quand même un fil qu'il faut tirer. C'est imaginez une pelote, il y a un petit fil qui dépasse, faut tirer celui-là. Et je ne suis pas en train de vous dire que du coup, à travers ça, vous allez renoncer à toutes vos autres polarités, ce serait vous renier vous-même. C'est juste qu'à un moment donné, il faut en choisir une, y aller à fond, et se dire que vous arriverez ensuite à entraîner tout le reste. Je vous donne un petit exemple personnel. Moi, notamment, entre autres, j'avais deux grosses polarités, intérêts. Il y avait tout ce qui est justement le rapport au travail, la psychologie, etc. Et puis, le secteur public, la politique, intérêt général. Ok, bon, a priori, pas grand-chose à voir. Et en fait, pendant très longtemps, je suis restée dans une espèce je regardais les deux comme ça, alors j'ai bossé dans le secteur public et tout, mais j'avais du mal à aller à fond, à faire vraiment quelque chose, parce que quand je me disais, non mais il faut que j'aille creuser du côté de la psychologie du travail et tout, j'avais l'impression de me couper un bras, parce que je me voyais psy, je me disais, non mais en fait, je me vois pas psy et tout. J'avais l'impression de me couper un bras parce que je perdais la dimension secteur public, etc. Quand je m'imaginais dans le secteur public intérêt général, je me disais, ouais, mais bon, quand même. Hein, et puis alors, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais rien. Je reste là et je fais rien. L'idée, c'est de vous dire, tous les chemins mènent à Rome. Donc, à un moment donné, j'ai choisi, j'ai fait, ok, allez, je vais tirer le fil de travail, psychologie, etc. Et puis, je verrai comment, justement, j'arrive à un moment donné à ramener dans mon giron ce qui est hyper important pour moi sur ce côté mission d'intérêt général, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a construit Switch Collective, à un moment donné, comme la mission, justement, d'aider les gens à se révéler, à construire le parcours qui leur correspond, etc., mais dans une dimension entièrement collective, et avec derrière ce que je considère être une vraie mission d'utilité publique. Vous voyez ? Mais à un moment donné, il faut savoir quand même faire un choix, tirer un fil pour, encore une fois, ensuite, évidemment, emmener le reste de la pelote. Mais sinon, en tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester paralysé, c'est d'avancer. Ok, alors, troisième chose, je ne sais pas où donner de la tête. Donc là, pareil, quand on a un multipotentiel et puis qu'on a plein de sujets devant soi, quand en plus on est freelance et qu'on est autonome, qu'on peut gérer son temps d'une certaine manière comme on l'entend,
c'est pas si simple que ça. Parce qu'avec l'autonomie vient un autre type d'aliénation, c'est l'aliénation du temps, justement. Parce que le travers dans lequel on peut vite tomber, c'est de se lancer dans une course effrénée, à remplir son temps sur 1000 trucs, 1000 sujets, en faire toujours plus, etc., etc. Et d'ailleurs, toutes les études montrent qu'avec l'augmentation de l'autonomie au travail, on est allé de pair avec une augmentation aussi quand même, y compris chez les freelances, les entrepreneurs et tout, des burn-out, voilà. Du coup, je voudrais partager avec vous 3 choses qui sont hyper importantes pour justement pas vous perdre complètement et encore une fois, vraiment capitaliser sur votre potentiel de multipotentialite. Donc première chose, première règle, évitez à tout prix le multitasking, le multitâche, le fait de faire plein de trucs en même temps. Moi avant, je me gargarisais d'un truc, je me disais non mais moi j'ai vraiment une qualité, c'est fou, c'est je sais faire 1000 trucs en même temps. Et je trouvais ça vraiment trop super. En fait, un jour, j'ai compris que c'était complètement nul de faire ça, que c'était perdre vraiment en efficacité, que c'était se fatiguer pour rien, que c'était faire les choses moins bien, être moins créatif, etc., etc. Et là, c'est pareil, toutes les études neurologiques le prouvent. Là, vous voyez sur ce petit schéma, si vous êtes en mode, vous switchez justement d'un... Ah. Allô, allô ? Non ? Bon, je vais continuer à parler comme ça. Vous m'entendez ou pas ? Ouais, du coup, si... Merci. Ouais, donc si vous êtes en mode, vous switchez multitasking et tout en permanence de tâches et tout, avec des distractions, des trucs, évidemment, ça vous prend pour faire la même chose, ça vous prend tout ce temps-là. Si à un moment donné, vous êtes focus sur votre travail, non seulement vous le ferez 10 fois mieux, mais en plus, ça vous prendra 2 fois plus de temps. Ça a l'air basique, ce que je dis là, mais en fait, on le fait tous, d'être complètement en mode... surtout quand on est un multipotentiel, c'est un travers dans lequel on a tendance à tomber très, très facilement. Ouais. Je peux me permettre une remarque. Après, parfois, en tant que multipotentialiste, on peut organiser ses semaines avec vraiment des créneaux sans sortir des switches, des distractions, machin. Et le jeudi matin, je fais vraiment ça. Eh bien, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est d'avoir des focus, mais après des focus qui peuvent, même à la journée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le jeudi, enfin là, ce matin-là, je suis focus sur tel truc, l'après-midi, je suis focus sur tel autre, le jeudi matin... mais l'idée, c'est ça, c'est à l'intérieur d'une même semaine, évidemment d'avoir différents sujets, vu que c'est ce que vous faites, vous êtes capable de gérer différents sujets. Mais simplement, je ne sais pas, par bloc au moins on va dire 2-3 heures, 3 heures, 2 heures, 2-3 heures, là, vous êtes focus sur votre sujet. Et il faut qu'à la fin de la matinée, vous ayez atteint votre objectif sur le sujet numéro 1. Vous voyez ? Et tant que vous ne l'avez pas atteint, peut-être que d'ailleurs, ça va bouffer un peu votre deuxième demi-journée. Mais ça, c'est hyper important, parce qu'encore une fois, à l'intérieur d'une même matinée ou d'une même demi-journée, souvent, merci beaucoup, souvent, on a tendance à se perdre et moi, ça continue à m'arriver très souvent, mais ça, c'est hyper important. Deuxième règle, alors, c'est que quand on est freelance, notamment, donc encore une fois, autonome, qu'on peut gérer son temps comme on l'entend, on n'a pas de boss pour nous mener à la baguette et nous dire maintenant tu fais ça, on est notre propre patron. Et à un moment donné, du coup, on se dit qu'il faut y aller à la volonté, quoi. En gros, c'est ma volonté qui va me driver et tout ça pour avancer, pour travailler, pour me lever le matin, pour tout ça. En fait, ça, c'est assez dangereux parce que la volonté, c'est comme un muscle qui est très puissant, mais qui n'est pas endurant du tout. Donc la volonté, c'est un truc qui sert vachement, enfin vraiment, qui est très utile dans plein de moments, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie, qu'il faut utiliser vraiment au moment où vous en avez besoin et qu'il ne faut pas chercher tous les jours, il ne faut pas tout le temps faire appel à votre volonté, sinon, pareil, vous épuisez cette ressource qui est précieuse et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à se créer des habitudes. Parce qu'à partir du moment où on se crée un cadre, une discipline sur certaines choses, des habitudes, là on ne fait plus appel à la volonté, on la laisse tranquille, on se la garde pour y faire appel à des moments où on en a vraiment besoin. Donc là, apprendre à se créer des habitudes, chacun les siennes d'ailleurs, pareil en se disant, je ne sais pas, les jeudis après-midi, c'est dédié, le jeudi après-midi, c'est dédié au rendez-vous. Le reste du temps, je fais je ne sais pas quoi. Vous voyez, vos rituels, se créer des rituels. Sinon,
Sinon, vous vous perdez, sinon, vous ne savez plus où donner de la tête, sinon, c'est la cata, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et peu importe, encore une fois, chacun aura des habitudes différentes, des rituels différents. Mais ce sera la manière, ça vous permettra de ne pas vous épuiser. Et puis, troisième chose, c'est que là aussi, quand on est multipotentiel, quand on est freelance, quand en plus, il en va de notre rémunération, d'une certaine manière, on a vite fait d'être dans cette course-là effrénée, on fait des trucs tout le temps, et voilà, et encore une fois, là, on peut s'épuiser. Et souvent, le risque, c'est qu'on passe à côté d'un truc très important, c'est de savoir mettre du silence, mettre de l'espace, mettre de la respiration dans sa vie, et de comprendre que c'est dans ces moments-là où voilà, on recrée un peu un temps de silence, qu'il se passe des choses intéressantes. Là où pareil, moi avant, j'avais l'impression que je me disais non mais plus j'en fais, mieux c'est. Plus je suis tout le temps, voilà, et puis plus je serai efficace, plus derrière j'aurai du succès, tout ça. Pas du tout. Là encore, l'important, on parle même parfois de vide fertile. C'est ces moments donc qu'on pourrait appeler de vide où on a l'impression qu'il ne se passe rien et qui en fait permettent de planter plein de graines pour la suite. Je ne sais pas si vous connaissez Stefan Zagmeister, qui est un designer assez connu, qui a fait un TED Talk il y a quelques années, qui avait été très très regardé, et qui expliquait, alors lui il fait ça pour sa boîte, parce que c'est une agence très connue, très renommée et tout ça. Il fait ça alors à l'échelle de son quotidien, de ses semaines et tout, il s'organise des temps comme ça de vide fertile, mais il fait ça aussi avec sa boîte, où en gros tous les 7 ans, il ferme sa boîte pendant 1 an. Pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, tout le monde revient. Hein. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez 1 an pour vide fertile, vous vous divergez, vous créez un temps de silence, de respiration, de tout ça. Et il dit, en fait, tous les projets les plus innovants qu'on a faits, qu'on a sortis dans les 6 années suivantes, sont nés, ont émergé pendant cette année de vide fertile. Donc ça, c'est hyper important là aussi, et que vous disiez que ces temps de silence, de repos, de juste, que nous on appelle switch off, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment pas un temps que vous perdez, au contraire. Et ça peut passer par plein de choses. Je sais pas, chacun son truc, là encore, la méditation ou le fait de faire du sport. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais là encore, apprendre à ne rien faire, quand on est freelance et quand on est multipotentiel, c'est un challenge. Et là aussi, je vous encourage à y faire extrêmement attention. Alors, quatrième chose, je me disperse dans mes multiples activités. Du coup, je dis, à un moment donné, j'ai pas d'impact. J'ai pas d'impact, c'est pas cohérent, je suis sur tous mes trucs, là, puis il n'y a rien qui sort, je crée pas de valeur. Alors, là aussi, c'est important, et on va y travailler, du coup, ensemble pendant quelques temps. C'est important de se créer un cadre, de se créer une boussole. Chez Switch, nous, on appelle ça construire son pourquoi, quoi, comment. Alors, je vous explique en quoi ça consiste. Votre pourquoi, en gros, c'est ce à quoi vous donnez du sens, ce à quoi vous avez envie de contribuer, c'est ce qui vous drive, c'est ce que vous aimez apporter dans la vie des gens, c'est ce qui fait que vous vous sentez le plus utile. C'est ce que vous aimeriez voir arriver plus dans le monde, pas juste parce que c'est politiquement correct et qu'il y a plein de problèmes, évidemment, qu'on aimerait tous, je sais pas, la pauvreté, la faim dans le monde, voilà. Non, mais attaquer des problèmes qui résonnent aussi dans votre histoire personnelle, vraiment qui vous prennent un peu aux tripes. Donc ça, c'est votre pourquoi. Ensuite, votre quoi, c'est toutes vos aptitudes. C'est tous vos super pouvoirs. C'est tout ce que vous savez faire et aimez faire. Et puis alors vous, justement, en tant que multipotentiel, vous en avez plein, en plus, sur des sujets très différents. Et voilà, ça, c'est votre quoi. Et votre comment, c'est l'environnement dont vous avez besoin pour, justement, performer votre quoi et votre pourquoi. C'est votre environnement de prédilection qui fait que derrière, vous vous sentirez bien et vous donnerez le meilleur de vous-même. Et là encore, ça dépend d'une personne à l'autre, c'est quelque chose qui varie énormément. Et quand on est freelance, la chance qu'on a, c'est qu'en plus, ce comment, on peut se l'inventer. Mais il faut vraiment se l'inventer pour de vrai. Pas recréer des trucs venus de l'entreprise ou du coup se retrouver débordé par rapport à tout ce qu'on disait avant, avec le rapport au temps et tout. Vous voyez, être vraiment maître de son comment. Et en fait, quand vous arrivez à aligner vos différentes activités, quelles qu'elles soient, avec votre pourquoi, quoi, comment, c'est là que vous devenez un super-héros. Si vous réfléchissez, tous les super-héros, ils ont un pourquoi, quoi, comment.
Ils ont un pourquoi parce qu'ils ont toujours une mission, une cause, un objectif. Ils ont un quoi parce qu'ils ont toujours des super pouvoirs. Et ils ont un comment parce qu'ils ont toujours des attributs, un environnement qui fait qu'ils peuvent faire appel à leurs super pouvoirs. Si vous prenez Batman, son pourquoi, c'est la lutte contre le crime. Son quoi, donc il en a plusieurs, c'est un excellent détective, il est très intelligent, c'est un méga geek, c'est un champion de jiu-jitsu, il est très fort, etc., etc. Et puis, dans son comment, il a un masque, une ceinture, une cape, une Batmobile. Il a besoin d'un environnement très technologique, il travaille plutôt la nuit, et puis plutôt seul, mais parfois il aime bien avoir des buddies. Voilà, c'est son comment. Vous voyez, c'est là où, une fois que vous avez bien établi votre pourquoi, quoi, comment, et qu'ensuite vous alignez vos activités avec ça, là, il se passe des choses magiques. Alors, oui, mon exemple, rapidement, pour que vous voyez à peu près en quoi ça consiste. Tac, et je vous montrerai ça après. En gros, donc, dans mon pourquoi, vous retrouvez notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur le secteur public, le fait de contribuer à l'intérêt général, etc., au bien commun. Et puis sur le côté un peu psychologie, psychologue, le fait d'aider les gens à se révéler, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire quelque chose, enfin à construire un parcours qui leur plaît, à être autonome, etc. Dans mon quoi, en fait, là j'ai mis qu'un seul truc, mais évidemment j'en ai d'autres. Mais il y a le fait de savoir monter des projets de 0 à 1, il y a le fait de, je sais pas, vous savoir parler en public, enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis dans mon comment, là aussi, il y en a plein d'autres, mais il y a notamment le fait d'évoluer dans un univers créatif et esthétique. Pourquoi je vous ai mis le truc comme ça ? C'est parce qu'en fait, ça, c'est 4 de mes polarités, entre guillemets, entre lesquelles j'avais du mal à arbitrer. Je me disais, putain, il faut que j'en choisisse une, et puis j'arrivais pas. Et en fait, à partir du moment où aussi j'ai réussi à les répartir intelligemment dans mon pourquoi, quoi, comment, sans les mettre toutes exactement au même niveau, ça m'a énormément aidée. Par exemple, l'art, c'était un truc qui revenait de manière constante dans les questions que je me posais. Je me disais, oui, l'art, j'adore ça, pourquoi pas aller bosser dans le monde de l'art et tout. En même temps, j'y allais jamais. Le jour où j'ai compris qu'en fait, l'art, le fait, je sais pas, d'ailleurs on y met tous quelque chose de différent, mais le fait de transmettre de la beauté ou le fait de transmettre du plaisir aux gens, ça, je trouve ça super et je trouve que c'est super qu'il y ait des gens qui dédient leur vie à ça. En revanche, en réalité, moi, c'est pas mon pourquoi. C'est pas ça qui fait que je me sens le plus utile, etc. En revanche, c'est un truc qui est quand même important pour moi et que je mets dans mon comment. C'est-à-dire que pour le coup, moi, j'ai besoin d'être dans un environnement esthétique, créatif et tout. Et c'est ce qui fait qu'avec Switch Collective, on essaie toujours d'avoir des trucs jolis, ou en tout cas jolis selon nous, enfin des trucs esthétiques, créatifs et tout. Vous voyez ? Donc en plus, l'outil du pourquoi, quoi, comment, il vous permet, là aussi pareil sur l'entrepreneuriat, pendant des années, je me disais, ouais, être entrepreneur, ça me dirait bien, mais enfin, je sais pas si c'est fait pour moi. Je voyais plein de potes qui le faisaient, moi je me sentais pas du tout entrepreneur né et tout. Puis un jour, c'est pareil, je me suis dit, non mais l'entrepreneuriat, le fait d'avoir des idées business et tout, il y a des gens, c'est vraiment leur driver, c'est leur pourquoi. Moi, c'est pas du tout un pourquoi. En revanche, c'est dans mon quoi. C'est-à-dire que monter un projet de 0 à 1, même dans le secteur public, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je sais faire. Vous voyez ? Donc ça vous permet en plus de classer un peu, je sais pas si je suis claire ou si je vous perds complètement. Ouais. Ça permet de classer les choses. Et du coup, après, voilà, ça donne, quand moi j'essaie vraiment en très 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 synthétique d'avoir mon pourquoi, quoi, comment. Dans mon pourquoi, ça donne construire une société qui permette à chacun de donner du sens à ce qu'il fait, à s'accomplir dans son travail de manière autonome. Ça, en fait, c'est le pourquoi de Switch. Mon quoi, donc il y a le côté entrepreneurial, etc., la transmission, connexion, etc. Et mon comment, on retrouve l'univers créatif esthétique, l'environnement dynamique où je peux mener ce que je veux, l'autonomie, etc., etc. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, je vais regarder quelle heure il est, 16h14, c'est de travailler, parce que ça prend vachement de temps en fait, à faire, et c'est un truc notamment qu'on apprend dans nos formations. Mais vous allez commencer un petit peu à travailler, vous, sur votre pourquoi. Ok ? Donc, le pourquoi, je rappelle, c'est ce à quoi vous donnez du sens, ce qui fait que vous vous sentez le plus utile, et c'est ce que vous aimez apporter autour de vous. Il y a une notion dans le pourquoi quand même de don aux autres, au monde, à votre environnement.
Oui, ça c'est Nietzsche qui disait ça. C'est le pourquoi, c'est quand même le truc qui va vous driver, qui va être aussi votre fil rouge, votre fil conducteur, qui vous permettra de ne pas vous éparpiller quand même entre 1000 activités. Même si vous faites plein d'activités différentes, au moins qu'elles se rapportent toujours à ce fil rouge et à ce fil conducteur qui est votre pourquoi. Et c'est ça qui vous permettra d'éviter cette sensation de « je me disperse, j'ai pas d'impact, j'ai pas… voilà ». Du coup, oui, et dernière petite précision, un pourquoi, c'est pas un luxe, hein. C'est pas juste certaines personnes qui peuvent se permettre de faire un job auquel ils donnent du sens et d'avoir un pourquoi très fort et tout. C'est Viktor Frankl, là, justement, qui est un psychiatre qui est passé par les camps de concentration, qui a inventé une école de psychologie qui s'appelle la logothérapie, qui dit, en fait, la plupart des gens malheureux, c'est une névrose, non pas sexuelle, comme aurait dit Freud, c'est des névroses de sens. C'est des gens qui, c'est en général, on n'est pas heureux quand on ne donne pas de sens aux choses. Et ça, c'est le besoin le plus universel qui soit chez tous les êtres humains. Et l'autre chose, c'est qu'un pourquoi, c'est pas forcément une cause humanitaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, la fin dans le monde, et ça, on n'est pas tous câblés pour aller faire de l'humanitaire. D'ailleurs, le monde de l'humanitaire, et Dieu sait qu'il s'y passe des choses merveilleuses par ailleurs, mais c'est aussi un monde qui est assez dur, qui n'est pas toujours du coup aligné avec les gens. Ils sont aussi souvent assez déçus. Nous, on retrouve beaucoup de gens issus aussi de l'humanitaire et des milieux, enfin, du social dans nos formations. Donc voilà, un pourquoi, c'est pas forcément une cause humanitaire. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous voyez, j'en ai listé plein là. Mais même, il y a des gens qui vont donner du sens avec un Uber, le côté l'efficacité, ça peut être ça, votre driver, et là, vous êtes content de bosser chez Uber parce que ça permet de gagner du temps, de machin, et tout ça. La simplicité, Apple, vous êtes content de bosser chez Apple parce que leur truc, c'est la simplicité, voilà. Il y a plein de pourquoi possibles. Ça peut être la vérité, je sais pas, vous êtes journaliste, votre truc, c'est la vérité. Voilà. Il y a énormément de choses possibles, le plaisir, la convivialité et tout et tout. Ça, je vous les remettrai tout à l'heure en exemple. Donc, quelques questions qui aident pour identifier votre pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez apporter dans la vie des gens autour de vous? Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez très utile? Qu'est-ce que vous aimez apprendre aux gens quand vous êtes dans une posture justement un peu de formateur et tout, ou même avec vos potes, je sais pas, qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce que ressentent, et ça c'est une question intéressante parfois à demander à vos proches, mais en fait quand je suis là à ton contact, ou quand on prend un verre ou machin, qu'est-ce que tu ressens à côté de moi? Qu'est-ce que je te... C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, je sais pas, je me sens hyper serein, je me sens hyper énergisé, ou je me sens je sais pas quoi, enfin chacun son truc, mais c'est une question super intéressante à poser. Qu'est-ce que tu as envie de voir arriver dans le monde? Donc pas juste parce que c'est politiquement correct, mais parce qu'à un moment donné, c'est des choses qui résonnent aussi avec votre histoire personnelle. Moi, le truc du travail, c'est aussi que j'ai vu mon père malheureux comme les pierres pendant des années dans son boulot à faire des dépressions et tout. En tant que, enfin, c'est un truc, voilà, ça résonne, c'est dans les tripes parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, vous voyez? Parce qu'après, sinon, des problèmes dans le monde, il y en a plein. Donc il faut en choisir un qui résonne avec votre histoire à vous. Et puis voilà, pourquoi est-ce que vous voudriez que les gens se souviennent de vous demain? Une autre manière aussi d'essayer d'identifier votre pourquoi. Alors, ça va être à vous. Vous allez prendre, je vais vous remettre évidemment les questions au tableau qui vont vous aider à identifier votre pourquoi. Et encore une fois, j'insiste, c'est un exercice normalement qui prend énormément de temps, donc là on va juste le faire comme ça pour commencer à ce que vous posiez ces questions-là. Vous allez prendre, il est 16h19, on va prendre 7 minutes tout seul, chacun dans votre coin, 6-7 minutes, pour que vous essayiez de travailler sur votre pourquoi. Sachant qu'un pourquoi, à la fin, mais je vous dis ça prend quand même vachement de temps, hein, mais c'est une phrase qui ressemble à ça, c'est je veux aider les gens à faire je sais pas quoi, je veux contribuer à je sais pas quoi. Donc prenez-vous 6-7 minutes tout seul dans votre coin pour essayer de faire un brouillon de quelque chose, ou une enquête pour lesquelles c'est déjà très évident. Et ensuite, vous allez choisir, et je vous redirai évidemment avec mon petit timer, vous allez choisir ce que nous, chez Switch, on appelle un buddy, un petit binôme, que vous ne connaissez pas, donc même si vous êtes venu avec quelqu'un que vous connaissez, vous ne vous mettez pas ensemble. Et vous aurez un temps d'échange comme ça avec votre buddy que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais pour lui raconter un peu, vous, ce qu'il en est, et que votre buddy puisse vous faire des feedbacks, et puis réciproquement.
Ok ? Ça vous va ? Donc c'est parti, moi le timing est important, vous verrez, donc on prend 6-7 minutes, ce qui est très court encore une fois dans l'absolu, mais c'est pour vous faire sentir l'exercice, tout seul, et après choisissez votre buddy peut-être dès maintenant. Voilà, vous choisissez, prenez la personne qui est à côté de vous. Donc 6-7 minutes tout seul, et après vous discuterez ensemble et je vous ferai le timing. Ça vous va ? L'idée, c'était vraiment juste de vous faire sentir un peu, de commencer à réfléchir à ces sujets-là. Quelques petites précisions. Évidemment, ces questions, elles ne sont pas forcément... C'est pour vous aider. Peut-être que d'ailleurs, il n'y en a aucune d'elles qui vous aide. Peut-être qu'il n'y en a que certaines qui sont applicables à vous et qui résonnent un peu et qui vous permettent d'avancer. Donc, ne prenez pas ça comme... Voilà, c'est vraiment juste des outils. On me disait aussi tout à l'heure, oui, mais est-ce que du coup, c'est pas un peu ego trip quand on se pose les questions comme ça ? Alors, c'est vrai que comme ça... Évidemment, là, c'est en toute humilité, et c'est simplement se dire qu'est-ce qui fait au contraire que j'ai l'impression de sortir un peu de moi-même et de faire quelque chose qui va au-delà de moi-même. Donc, c'est plutôt à l'opposé de l'ego trip. Et évidemment, il ne s'agit pas d'être... mégalo, alors, les Américains savent très bien l'être pour le coup, mais c'est vrai que nous c'est un peu moins dans notre culture. Donc je vous dis pas du tout d'être mégalo, je vous dis juste ce qui nous drive tous, et c'est le propre de l'être humain, c'est encore une fois de faire des choses qui nous font aller au-delà de nous-mêmes et qui nous font en général contribuer à quelque chose pour les autres. C'est juste ça, et ça c'est le truc le plus basique qui soit. Et ce que je vous dis, c'est votre pourquoi, c'est justement cette chose qui fait que vous vous sentez utile, et voilà, à votre micro-échelle de monsieur, j'allais dire monsieur et madame tout le monde, mais juste monsieur et madame être humain, voilà, comme un individu qui a sa vie, et voilà. Ok, donc c'est en toute humilité, mais il faut assumer de se poser ces questions-là, parce que c'est ça qui donne du sens. Ok ? Alors, je finis rapidement, et puis après, évidemment, on se gardera un petit peu de temps pour des questions. Donc encore une fois, évidemment, on vous rassure, c'est un exercice qui est très très compliqué. Normalement, ça prend beaucoup de temps à faire. Donc là, encore une fois, l'idée, c'était juste de commencer à vous initier. Je voulais vous parler très très rapidement d'un dernier challenge, d'un dernier défi qu'en tant que multipotentiel, en général, auquel vous êtes confrontés. C'est lié évidemment au précédent, hein, c'est la question de la lisibilité. Parfois, du coup, un parcours de multipotentiel, il n'est pas forcément très lisible. Justement, l'outil, là, le pourquoi, quoi, comment, il peut vous servir à ça, à donner de la cohérence, parce qu'à partir du moment où vous avez un fil rouge, qui est votre pourquoi, et qui donne du sens à la globalité de votre parcours, et de vos quoi, et de vos comment, c'est beaucoup plus facile de raconter son parcours. Et c'est beaucoup plus facile de le présenter, et surtout de présenter une vraie singularité plutôt que d'avoir juste je sais pas, un profil sur une plateforme de freelance où vous cachez juste des cases avec des compétences et finalement vous êtes remplaçable, vous êtes un peu comme le copain d'à côté qui fait exactement la même chose. Et du coup, en plus, c'est ça en général qui fait que vous baissez beaucoup vos prix parce que vous êtes dans un truc où tout le monde fait à peu près la même chose finalement. Donc l'idée en tant que freelance et en tant que multipotentiel, ça va être vraiment de construire votre singularité si vous voulez quand même, à un moment donné, sortir du lot, là encore, hein, pas au sens mégalo du terme, mais au sens positif du terme, avoir une identité qui fait qu'on vient vous chercher vous plutôt qu'un autre. C'est Seth Godin notamment, que vous connaissez peut-être, si vous êtes, que je vous encourage en tout cas à découvrir. Vous pouvez vous inscrire à sa newsletter qui est super, qui est justement un entrepreneur et un freelance très 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 connu, Seth Godin, Seth S-E-T-H et Godin G-O-D-I-N. Et Seth Godin, donc c'est un peu le pape des freelances, quoi, des entrepreneurs, le gourou, vraiment, voilà. Et Seth Godin, typiquement, il déteste les plateformes de freelancers, vous voyez, où justement vous êtes un peu un parmi tant d'autres. Il dit, au contraire, vraiment cultivez à fond votre singularité, ce qui fait qu'on vient vous chercher, vous. Là, c'est ce que je vous disais, le pourquoi, quoi, comment peut vous aider à ça, peut vous aider à construire votre fil rouge. Et là, j'ai pris juste l'exemple d'une de mes amies qui s'appelle Axel,
Tessandier. Alors Axel, elle est freelance et elle a quasiment conçu une marque autour de sa personne, Axel. Donc elle a appelé Axel Agency, du coup. Et vous voyez, ça, c'est juste, j'ai fait un screenshot de sa page d'accueil de son site. Vous la trouverez jamais sur des plateformes de freelance et tout. Et vous arrivez, vous avez ça, meaning as impact. Bon, ça, c'est son pourquoi, Et ensuite, elle détaille son quoi, tout ce qu'elle sait faire. Voilà, tout ce qu'elle a, vous voyez. Et donc là, quand vous savez présenter des choses comme ça, tout de suite, vous avez plus d'impact, vous êtes plus cohérent, vous êtes plus lisible, vous êtes plus en phase avec vous-même. Et c'est là, en général, que les opportunités, et les bonnes opportunités, viennent plus facilement, ou en tout cas de manière plus fluide à vous. Alors, encore une fois, tout ça, c'est quand même pas facile, notamment parce qu'en plus, on n'a pas été câblé pour ça, pour se poser toutes ces questions, pour raisonner de cette manière-là. On n'a pas été câblé en plus pour être un bon multipotentiel, justement, et savoir en tirer tout ce qu'on peut en tirer. Et c'est pour ça, nous, pour vous en dire quand même un micro-mot, qu'on a créé Switch, et qu'on a créé notamment un petit programme de formation qui s'appelle « Fais le bilan calmement », qui dure 6 semaines, mais 6 semaines pas du tout en continu, qui est compatible avec un travail, une activité, quelle qu'elle soit, puisque du coup, sur les 6 semaines, c'est 5 soirées et 2 samedis. Et c'est un programme, je ne rentrerai pas du tout dans le détail, peu importe, je voulais juste vous parler un peu de la philosophie du truc, parce que je pense que c'est important et que même, juste pour vous, ça peut vous aider dans votre manière d'avancer. C'est un programme collectif et collaboratif, c'est quelque chose qui est très important pour nous, donc c'est des promos de 40 personnes qui vous permettent à un moment donné de rencontrer des gens, de diversifier votre réseau, de voir des gens qui ont un peu les mêmes problématiques que vous, et en même temps qui font des choses très différentes. D'avoir justement, comme vous l'avez vu là, avec un buddy, un effet miroir qui en général est assez intéressant, et c'est aussi à travers l'autre que vous apprenez des choses sur vous-même. L'autre particularité, c'est qu'on est vraiment en mode pas à pas, donc l'idée c'est que tous les jours vous faites des exercices pendant 6 semaines, pour le coup en autonomie, tout seul, pour avancer petit à petit. C'est une formation très très pluridisciplinaire, parce que, et justement vous en tant que multipotentiel, c'est quelque chose qui doit résonner. Ces périodes un peu de transition, enfin j'allais dire de transition, mais non, en fait c'est une transition permanente, et toute sa vie c'est très important de se nourrir de plein de domaines différents. C'est ce qui fait que nous on travaille d'ailleurs assez peu avec des coachs, mais plutôt avec des entrepreneurs, des philosophes, des sociologues, etc., qui interviennent pour ouvrir un peu les horizons, et parce qu'en bon multipotentiel, c'est ça qui nous intéresse. Et puis la dimension corps et esprit, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le apprendre à ne rien faire, apprendre parfois à juste déconnecter le mental. Ça peut paraître un peu ésotérique comme ça, mais en fait c'est hyper important, juste de savoir se reconnecter aussi à son corps, surtout quand on a un multipotentiel et que ça fuse dans tous les sens, de parfois juste se réancrer de manière très concrète avec son corps. Voilà, c'était juste pour vous en dire un petit mot quand même. Un immense merci à tous. Là, je vous ai mis nos contacts, si jamais vous voulez nous contacter, nos mails, les sites de Switch Collective et puis de la formation Fais le bilan calmement. Et du coup, je voulais qu'on garde un peu de temps pour des questions, parce que j'espère que vous en avez. Quelles sont vos missions au-delà de la formation en 6 semaines, et qu'est-ce que vous proposez Alors, on fait trois choses. Donc, on fait beaucoup on a un pôle formation, vraiment. Donc, on a là cette première formation, Fais le bilan calmement. On est en train d'en développer plein d'autres. Après, on a toute une partie plateforme média qu'on est en train de développer aussi. On crée énormément de contenu sur tous ces sujets-là. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous inscrire à notre newsletter. On a une chaîne YouTube, une publication Medium, etc., etc. Donc, on essaie vraiment de nourrir à fond notre communauté sur tous ces sujets-là. On organise aussi beaucoup d'événements gratuits sur plein de sujets, d'ateliers, sur plein de sujets. Et puis après, une fois que vous êtes si vous passez par nos formations, parce que ce n'est pas du tout une obligation, encore une fois, on fait aussi plein d'événements autres. L'idée, c'est que vous appartenez ensuite à la Switch Family. D'ailleurs, il y a 2 anciennes de Fais le bilan et un qui est en train de le faire en ce moment. Vous rentrez dans la Switch Family, après c'est plein d'avantages,
de privilèges d'une certaine manière. Et là, du coup, vous avez une newsletter qui est vraiment dédiée pour vous, avec des contenus très, très activables sur vos problématiques. Des ateliers, là encore, dédiés à vos problématiques, gratuits, etc. Enfin, voilà. Après, c'est des événements pour vous rencontrer, pour networker avec d'autres gens, de la mise en relation éventuellement aussi avec parfois des boîtes, pour trouver un associé, un cofondateur, voilà, plein de choses. Voilà ce qu'on fait. Vous existez depuis quand? Depuis 1 an, à peu près. Vous êtes combien de bosseurs ensemble? On est 6 aujourd'hui. 6 bientôt. Puis on travaille aussi pas mal avec... donc voilà, on va travailler avec Léa, par exemple, là-bas, qui fait partie de la Switch Family, qui se lance en freelance et avec qui on travaille beaucoup, en fait, quasiment que avec des anciens qui sont passés par nos formations. C'est en général des gens super et qui se lancent beaucoup, effectivement, en freelance aussi, parfois. Donc, Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être aussi sur tout ce qu'on vous a raconté avant, ou est-ce qu'on vous a complètement assommé? Allez. Pas de questions? Sur la communication, moi je fais deux choses totalement différentes. Alors que j'arrive à lier quand je cherche mon pourquoi, je peux le comprendre. En revanche, je n'ai pas les mêmes cibles en termes de communication. Et donc, c'est très difficile au quotidien. Quand on a une page Facebook, un profil Facebook pro, j'ai un perso aussi, mais il faudrait que j'en crée finalement un autre. Sur LinkedIn, c'est compliqué parce que je parle de quoi? Est-ce que je crée aussi un autre profil LinkedIn? Voilà, tout ça, quand on est multipotentiel, c'est compliqué. Et surtout quand c'est des métiers qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est vrai. Après, non mais c'est un vrai problème. Alors, je pense que sur certains sujets, quand vraiment il n'y a pas de lien et tout, oui, bien sûr, vous pouvez... Moi, je me souviens d'une époque où à l'époque où on parlait encore de CV, j'avais, je sais plus, 10 versions de mon CV. Enfin, c'était franchement ridicule. Je pense que... À un moment donné, l'objectif, c'est quand même d'arriver à rassembler tout ça dans un tout cohérent. Donc, encore une fois, avoir peut-être 2 profils, c'est possible, mais comme tu dis, au bout d'un moment, tu t'y perds. Donc, essayez quand même, et je vous invite, c'est un bon exemple, le site de, je ne sais plus où je l'ai mis, d'Axel, par exemple, vous verrez, c'est une pro de la com et du marketing, de ce qu'elle fait et tout. Axel Agency, Axel Tessandier. Bon, il y a des trucs très différents, en fait. Elle fait des trucs ultra différents, mais à un moment donné, ça aussi, c'est un vrai talent, le talent de storytelling et de savoir raconter une histoire cohérente, avoir un profil cohérent qui va parler effectivement à différentes cibles. Tu vois, c'est comme quand t'es... Enfin, j'aime pas faire cette comparaison parce que du coup, on a l'impression qu'on compare un être humain à un produit. Mais pour quand même vous donner une idée, tu vois, quand tu as un produit, tu vas pas avoir... 10 pages, 10 pages Facebook, 10 sites web avec différents... Il faut qu'aussi dans ta stratégie d'acquisition de clients et tout, tu te dises c'est quoi les 3 types de clients sur lesquels je vais à fond. Et puis du coup, voilà, tu mets en cohérence derrière ta stratégie de communication, ta manière de te raconter en cohérence par rapport à ça. Sinon, le risque aussi, c'est là encore la dispersion, tu vois. Ouais. En fait, il y a assez peu de bénéfices à maintenir le cloisonnement. On pense que cloisonner, parce que ça protège, etc. Et finalement, on découvre petit à petit que c'est pas si grave d'avoir les 2 facettes. Surtout quand on travaille en freelance, en général, c'est pas forcément un problème pour les clients qu'on fasse autre chose à côté et que l'autre chose soit un peu différent. Et souvent, au contraire, on découvre justement des nouvelles intersections. Puis on découvre que même ça intéresse ou ça séduit finalement la cible d'origine que de savoir qu'il y a une activité complètement différente et ça peut créer des nouvelles opportunités. Et finalement, je pense qu'il faut s'éloigner de plus en plus du cloisonnement. Alors à part peut-être des cas très spécifiques où on travaille, je sais pas moi, pour 2 concurrents radicalement, enfin j'en sais rien, ou des mondes qui se détestent, enfin il y a peut-être des cas particuliers, mais en général, il y a des bienfaits à créer des nouvelles intersections et à finalement assumer cette multipotentialité. Et il n'y a que en tant que... Enfin, peut-être pas que, mais en tout cas, c'est beaucoup plus possible en tant que freelance d'assumer la multipotentialité qu'en tant que salarié. Donc là, c'est plutôt une chance et peut-être le mettre un peu en avant. Alors, idéalement pour créer une marque qui va tout intégrer, mais en attendant, simplement, les 2 facettes, les 3 facettes, les assumer, voire les mettre un peu plus en avant.
Et il arrive des choses positives auxquelles on ne s'attendait pas, en fait. Mais avec, encore une fois, un fil rouge, un fil conducteur. Et là, vous voyez, elle, c'est un truc assez... C'est assez large, hein. Meaning, ouais, ça a l'air tout con comme ça, mais en fait, meaning has impact. Voilà, c'est elle, son truc, c'est le sens. Voilà. Et en fait, là-dedans, elle arrive à mettre des missions, vous n'avez pas idée. Hein. Allez voir, ça paraît très cohérent comme ça, mais en fait, c'est des trucs qui sont extrêmement différents. Donc le fil rouge, quand même, le fil conducteur, il est important. Ça, il faut le trouver, c'est dur. Et il faut savoir le raconter. Là encore, ça s'apprend. Ouais. Non, je reviens sur le cloisonnement. En fait, oui, on peut, sur deux activités, dans une activité parler d'une autre. Moi, par exemple, ça fait rire tout le monde pour l'instant. J'ai mis coursier photographe. Les gens pensaient que je prenais des photos en faisant du vélo. C'est énorme. Après, oui, on peut mélanger, mais après, quand on a trop d'activités, quand on a un trop grand slasher aussi, il ne faut pas non plus tout présenter. Il faut trouver la bonne qui plaira dans la secondaire, qui plaira dans la primaire. Et aussi, il y a des compétences, en revanche, que je retrouve qui sont parfois uniques à telle activité, que je trouve dans aucune autre. Ils peuvent parfois, dans certains cas, m'aider légèrement, mais c'est vraiment très très léger. Il y a un semi-cloisonnement à avoir. Ouais. C'est C'est ce que je dis, ouais, je pense que... Ouais. sur le fil rouge, mais ouais, retrouver le fil rouge. Mais tu vois, sur ton truc coursier, photographe, là je dis n'importe quoi, encore une fois, c'est vachement de boulot et tout ça, mais tu pourrais avoir un truc sur rendre service, le service aux gens, je sais pas quoi, tu vas trouver un truc qui fait que, encore une fois, ça peut-être que ça marche pas à tous les coups, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut réussir sous un pourquoi comme ça, global, qu'on peut réussir à raconter, à valoriser. Mais bon, parfois, quand c'est incompatible, c'est incompatible. Si vraiment, en fonction après de vos stratégies de communication et en fonction à qui vous vous adressez et tout... Moi, je fais deux métiers, mais qui n'ont rien à voir. Je suis baby planner, c'est-à-dire que j'accompagne les futurs parents pour les aider à préparer l'arrivée de leur enfant. Et je suis agent commercial en immobilier. Alors là, ça a totalement à voir. Alors là, je trouve qu'il y a une intersection fabuleuse. Il y a vraiment un truc à créer. Alors, entre l'immobilier et le bébé, c'est énorme. C'est fabuleux. Alors, il faut le mettre en avant, à mon avis. Mais bon, c'est mon... Je sais que c'est pas tout à fait... quand je parle sur Facebook avec des mamans blogueuses, où on parle de matériel de périculture ou de retour au travail et conciliation vie privée vie pro, c'est pas la même chose que je vous ai parlé d'un appartement avant dans le 7e. C'est deux sujets différents, ça va être deux champs lexicaux différents, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à les mettre en avant et, in fine, avec un peu de travail, effectivement, à créer une activité qui intègre ces deux pôles-là, parce que je pense que c'est un très très beau sujet. Ouais, et puis tu peux très bien imaginer, j'en sais rien comment tu mets ton truc, ça peut être avoir une vie, l'équilibre dans une vie ou je sais pas quoi, le bien-être, et là-dedans il se trouve que tu retrouves un truc avec la famille, les bébés et tout, et l'immobilier, le logement qui est quelque chose qui est hyper important, et voilà. Encore une fois, mais c'est parce que c'est dur d'arriver à le faire, mais en vrai tu peux le faire et ça peut vraiment être intéressant. Puis après, encore une fois, il y a des moments, tu cloisonnes, mais... L'arrivée d'un bébé, c'est quand même un gros driver pour le choix de l'immobilier. Donc, si on peut choper les futurs parents pour aller leur vendre des apparts. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, ça va, de toute façon, on est à peu près, je pense... un immense merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard. Merci à tous et puis bonne continuation.